Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. Le Cameroun lutte peu à peu contre la pollution plastique. Ainsi, une start-up spécialisée dans le recyclage a procédé à la transformation des déchets plastiques en carburant diesel. À découvrir dans ce journal. Face à la crise énergétique due aux canicules en Égypte, une série de mesures a été annoncée la semaine dernière par le Premier ministre de ce pays dans le but de régler cette situation. Et puis la consommation mondiale de charbon ne cesse d'augmenter, cela malgré l'urgence climatique. Les Nations Unies et les experts de l'Observatoire européen Copernicus invitent une fois encore les pollueurs à réduire leur consommation d'énergie fossile. À découvrir dans un instant. C'était tous les titres, bienvenue dans ce journal. Au Cameroun, une start-up spécialisée dans le recyclage a commencé la transformation des déchets plastiques en carburant diesel. Cette belle initiative permet de mettre fin progressivement à la pollution plastique dans ce pays. Pour plus de précisions, suivons ce commentaire. À Douala, la capitale économique camerounaise, les déchets plastiques envahissent les drains. Une start-up spécialisée dans le recyclage a choisi de procéder à la transformation de ces déchets pour fabriquer du carburant diesel. Les équipes de cette start-up récupèrent les déchets plastiques jetés dans les rues et dans les bacs à ordures à l'aide d'un pick-up. Nous sillonnons la ville de Douala pour ramasser les déchets plastiques en général. Ces déchets plastiques sont des déchets rejetés par la population et d'autres par les entreprises. C'est notre manière à nous de contribuer à un environnement sain et propre afin de préserver l'environnement pour les générations futures. Une fois les déchets collectés, ils sont transportés vers l'unité de transformation. Après des opérations de tri et de broyage, ces déchets ressortent sous forme de granulés qui sont ensuite placés dans un four à pyrolyse fabriqué avec du matériel de récupération. Le déchet plastique est bien trié. Nous récupérons les déchets plus ou moins propres que nous broyons pour les transformer en granulés. Et après avoir transformé en granulés, nous mettons dans un four, dans le four du pyrolyseur. Et après 30 et 45 minutes, bien fermé, le pyrolyseur, lui, avec une température qui s'élève jusqu'à 600 degrés, permet de fondre du plastique et d'être récupéré en dessous à partir des turbines que nous avons fabriquées à partir de la casse pour pouvoir récupérer un liquide. La production est de 15 litres de carburant par jour en 7 heures de travail et le carburant qui ressort est utilisé pour faire fonctionner l'incinérateur. Là, vous avez notre incinérateur qui utilise du carburant. Et au lieu d'aller à la station-service pour nous acheter du carburant, nous avons, à partir de notre four à pyrolyse et du plastique recyclé, fabriqué notre propre carburant que nous réutilisons dans l'incinérateur pour pouvoir faire de l'incinération des déchets médicaux qui sont des déchets très dangereux. La production reste faible, mais pour les pouvoirs publics qui soutiennent cette initiative, c'est un moyen de lutte pour protéger notre environnement. Comme vous le savez, pour des villes comme celui de Douala, nous sommes très proches de la mer et on va avoir de moins en moins ces bouteilles qui viendront dans la mer et qui constitueront par exemple les microplastiques qui sont très souvent consommés par les planctons et qui polluent davantage l'océan. Toutefois, quelques interrogations demeurent sur l'impact que ce carburant fait à partir des déchets plastiques aura sur l'atmosphère. La ferme modèle de Donomadé, connue sous le nom de Femudo, est devenue une référence en matière d'agriculture écologique au Togo. Elle a un impact significatif sur la résilience de la communauté environnante face aux défis du changement climatique. Le projet a été piloté par l'ONG Happy Togo en étroite collaboration avec le laboratoire de botanique et d'écologie végétale de l'Université de Lomé et le soutien financier du Fonds suisse pour la recherche. Alessandra a décambié pour plus de précisions. Au cœur du canton de Tometi-Kondi, localité située à environ 90 km au nord-est de Lomé, se trouve un joyau agricole qui fascine par ses pratiques innovantes et ses retombées positives sur la vie des populations locales.
Mieux connue sous le nom de Femodo, la ferme modèle de Donomadé est bien plus qu'une exploitation agricole ordinaire. C'est un véritable établissement d'apprentissage qui promeut les bonnes pratiques agricoles en mettant en avant la technique du paillage dans la culture de l'ananas. Grâce à ces acteurs, la ferme Femodo a su établir un partenariat fructueux avec les communautés de Tometi-Kunji, notamment celle du village de Donomadé. Les résultats des différentes études et expériences mises en œuvre sur le site ont fait l'objet d'une séance de partage d'expériences. L'idée était d'amener ces dernières à découvrir les changements apportés par les nouvelles pratiques agricoles, notamment le paillage de la culture de l'ananas. Cette technique ingénieuse consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques tels que des résidus de culture, de la paille ou des feuilles pour améliorer la fertilité du sol, conserver l'humidité et protéger les cultures. Le premier résultat issu des études montre que l'ananas plus le paillage, dans un système contrôlé et entretenu, donne énormément de profit. Après les cultures d'ananas, on peut faire les cultures céréalières de façon alternée et vice-versa. Les agriculteurs de Femodo ont été sensibilisés à cette méthode qui a considérablement augmenté les rendements et amélioré la qualité des productions de l'ananas, la principale culture de rente de la localité de Donomadé. Il est montré et démontré que grâce au paillage, la résistance de l'ananas face aux périodes de sécheresse s'est renforcée, offrant ainsi les récoltes abondantes et savoureuses. À Femodo, l'agriculture écologique va de pair avec la préservation de l'environnement. L'Égypte est confrontée au problème de la crise énergétique, conséquence de la canicule. Pour faire face à cette consommation énergétique croissante, une série de mesures a été annoncée par le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli lors d'une allocution télévisée la semaine dernière. Faisons le point avec Rafitou Berekou. Pour faire face à la consommation énergétique croissante provoquée par la vague de chaleur intense qui sévit dans le pays, l'Égypte a annoncé la semaine dernière une série de mesures parmi lesquelles les coupures d'électricité planifiées d'1 ou 2 heures par jour au maximum, a souligné le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli lors de son allocution. Ces coupures vont se prolonger jusqu'à la fin de la vague de chaleur actuelle, marquée par des températures ayant dépassé les 45 degrés dans certaines parties du pays. Une partie de ces mesures est déjà mise en vigueur par le gouvernement la semaine dernière, exhortant la population à ne pas utiliser les ascenseurs à certaines heures de la journée. Malgré les efforts du gouvernement face à la situation, les populations affichent des réactions de mécontentement car ces derniers estiment que les coupures sont plus que prévues. Ainsi, pour soulager les réseaux électriques, une politique de télétravail est adoptée en faveur des fonctionnaires n'ayant pas de poste en contact avec le public. Ils vont travailler chez eux 1 jour par semaine à compter du 6 août pour une durée d'1 mois, selon le Premier ministre Moustapha Al-Madbouli. Il invite également le secteur privé à en faire de même. En 2013, l'Égypte avait connu une crise similaire occasionnant de colère chez les populations suivie des manifestations sous la présidence de Mohamed Morsi avant sa destitution par l'armée. Les autorités égyptiennes avaient eu un accord avec l'Allemand Siemens pour la construction de 3 grandes centrales électriques à hauteur de 6 milliards d'euros dans le but de doubler la production électrique du pays, mais l'Égypte est depuis lors confrontée à l'épuisement de ses réserves de change et à une dette croissante aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Organisation météorologique mondiale a déclaré la semaine dernière que l'humanité est rentrée dans l'ère de l'ébullition climatique. Après 3 semaines inédites de surchauffe des mers et de canicules sur 3 continents, ces événements sont un avant-goût de l'avenir climatique de la planète. Les détails avec Alessandra Dikambi. La Grèce est en partie ravagée par les flammes, de même que le Canada qui est victime de terribles inondations. L'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, le sud des États-Unis et une partie de la Chine sont également victimes d'une chaleur écrasante. Les signes visibles du réchauffement climatique d'origine humaine se manifestent en simultané. L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale.
Au pays de la climatisation, New York est en alerte pour sa première canicule de l'été, l'humidité de l'air accentuant le caractère étouffant de la chaleur extrême météorologique subie par des millions de personnes en juillet ne sont que la dure réalité du changement climatique et un avant-goût de ce que nous réserve l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter, mais de reconnaître qu'il s'agit de la crise la plus grave à laquelle notre civilisation ait jamais dû faire face. Les patrons de la COP28 et de l'ONU Climat ont d'ailleurs appelé le G20, qui représente 80% des émissions de l'humanité, à donner un signal clair pour accélérer la décarbonation de l'économie mondiale. La consommation mondiale de charbon est en hausse malgré les conditions climatiques extrêmes. Ce phénomène est source de changements climatiques et de dégâts sur l'environnement. Les Nations Unies et les experts de l'Observatoire européen Copernicus invitent une fois encore les pays pollueurs à réduire leur consommation d'énergie fossile. Plus de précisions dans ce commentaire de Vivas Amana. La fin des énergies fossiles est loin d'arriver. La consommation mondiale de charbon par les grandes usines a touché un niveau historique en 2022. Des niveaux records sont annoncés pour cette année selon l'Agence internationale de l'énergie. La combustion du charbon pour produire de l'énergie et dans les industries émet une large part du CO2 dans l'atmosphère. Ainsi, les records de consommation sont une mauvaise nouvelle pour le climat. Le dernier est de plus en plus alarmant. L'Observatoire européen Copernicus et l'Organisation des Nations Unies ont confirmé que le mois de juillet 2023 est très certainement le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Les conséquences de ce réchauffement sont des fortes canicules qui sont très souvent la source de plusieurs incendies que subissent plusieurs pays et particulièrement ceux du bassin de la Méditerranée actuellement. Et pour sortir de cette situation, le chemin à parcourir est encore long. L'année dernière, la consommation en énergie fossile a augmenté de 3,3% à 8,3 milliards de tonnes selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. La Chine, l'Inde et l'Asie du Sud produisent à eux seuls environ 3/4 de la production mondiale cette année. L'Europe et l'Amérique du Nord, qui consommaient 40% du charbon mondial il y a plus de 30 ans, ne représentent désormais que 10% de la demande. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius voire 1,5 degrés Celsius, l'ONU et les experts du climat appellent une fois encore à une élimination progressive du charbon d'ici 2030 dans les pays de l'OCDE et à 2040 dans tous les pays du monde entier. Vivement que ces recommandations soient prises en compte pour sauvegarder la planète des conditions climatiques extrêmes actuelles. En Guinée, la junte au pouvoir a suspendu pour une durée de 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles. Cette décision a pour but de préserver les stocks avant les prochaines récoltes et d'assurer la sécurité alimentaire à la population de ce pays. Les précisions sur cette suspension dans ce commentaire. La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour une durée de 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles, dont le riz, la pomme de terre et l'huile de palme, pour préserver sa souveraineté alimentaire et sa quiétude sociale. Avec les effets néfastes du changement climatique qui agissent sur l'agriculture, les récoltes ne sont plus assez abondantes pour assurer la sécurité alimentaire à la population. Cette décision de la junte est liée au souci de préserver les stocks avant les prochaines récoltes. Selon le ministère du Commerce, la suspension des exportations concerne une quinzaine d'aliments de consommation courante. La Guinée, un pays parmi les plus pauvres au monde, malgré les richesses de son sous-sol, fer, bauxite, or, exporte habituellement ses produits agricoles dans de nombreux pays ouest-africains. Moscou a refusé lundi dernier de prolonger l'accord céréalier signé avec l'Ukraine en 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie en dénonçant les entraves du commerce des engrais et des produits russes. Un accord qui permettait l'exportation des céréales de l'Ukraine par la mer Noire. Les forêts françaises sont victimes des incendies dus aux canicules. Plusieurs hectares de forêts ont été ravagés à cause de ces anomalies climatiques. Que faire pour restaurer la végétation forestière? Les éléments de réponse dans ce commentaire de Rafitou Birikou. L'ampleur exceptionnelle des feux de forêt en 2022 a renouvelé les débats sur la sauvegarde des forêts en France. Il en ressort que le changement climatique a fragilisé 30% des forêts. L'année 2022 a été marquée par des feux de forêt hors normes.
En septembre 2022, la superficie brûlée est de 61 921 hectares contre 9 117 en moyenne entre 2006 à 2021. Face notamment aux incendies et aux canicules, les forêts sont confrontées à de différents types de problèmes. Véritables écosystèmes, elles tiennent pourtant à une place centrale dans la sauvegarde de l'environnement. Mais comment protéger ces forêts ? En octobre 2022, le président de la République française Emmanuel Macron avait promis la plantation des milliards d'arbres dans l'Hexagone d'ici à 10 ans. Ainsi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, lors de son déplacement à Tigui dans le département du Loiret mercredi dernier, a évoqué un vaste programme d'intervention sur plus d'1 million d'hectares pour le renouvellement d'une forêt désormais vulnérable à partager entre les propriétaires privés qui détiennent 75% de la forêt et l'État selon le rapport Objectif Forêt. Pour ce faire, 8 à 10 milliards d'euros sont nécessaires sur 10 ans pour renouveler ces espaces naturels. Pour les associations de défense de l'environnement, le changement doit également être opéré au sein de la filière bois comme la désertification des essences ou encore la réduction de l'usage des pesticides employés par les agriculteurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Green TV International pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous et surtout de l'environnement.